qui nous rassemble ce soir autour de ce thème très intéressant et pertinent. Et nous remercions tous ceux qui sont connectés aussi en ligne et ceux qui sont en présentiel. Et sans trop tarder, je vous accueille au nom du Carrefour des cultures africaines et de son président et de son comité. Et nous souhaitons que cette rencontre soit véritablement un temps d'échange enrichissant pour tous, afin que nous continuions à bâtir les ponts entre nos cultures et nos différents savoirs. Et je vais, dans un premier temps, inviter Madame Laurique Zerbini pour nous présenter notre conférencière de ce soir, et ensuite elle prendra la parole. Vous avez la parole, Madame. Merci, Monsieur le Directeur. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, quelques mots de présentation de notre conférencière. Edith Ekodo Mvodo est doctorante en histoire à l'université de Douala. Elle a entrepris un travail de recherche sur l'histoire des idées politiques, une étude en fait qui l'amène à interroger, et ça sera l'objet effectivement de sa conférence de ce soir, des notions telles que la décolonisation, la circulation ou encore la production des savoirs en Afrique subsaharienne. Et c'est un travail, on va le dévoiler ce soir, qu'elle soutiendra très prochainement. Ce travail de recherche est dirigé par les professeurs Emmanuel Tchountchoua et Jean-Paul Mbia. Mais Edith Ekodo est également diplômée de la chaire Isesco Fumi de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Elle est également membre du Collège doctoral d'Humanité et Société, initié par l'Agence universitaire de la francophonie, l'AUF, et elle bénéficie actuellement d'une bourse du nouveau sommet Afrique-France qui lui permet d'être accueillie au sein du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, le LARA, qui est une unité mixte de recherche du CNRS sous tutelle des universités Lyon 2, Lyon 3, Grenoble-Alpes et l'ENS de Lyon. Et je dirais pour terminer que nous la remercions d'avoir accepté de venir converser ce soir avec nous sur la décolonisation des savoirs en Afrique subsaharienne à travers les écrits de trois grands intellectuels camerounais que sont Dika Akwa Nia Bonambola, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella. Et je lui passe tout de suite la parole. Merci. Merci, professeur Laurique Zerbini, de me passer la parole. Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le Carrefour des cultures africaines pour cette invitation. L'Agence universitaire de la francophonie qui m'a permis d'avoir cette mobilité au sein du laboratoire de recherche Rhône-Alpes, le LARA, à Lyon. Et enfin, mes encadreurs, les professeurs Emmanuel Tchountchoua et Jean-Paul Mbia, et aussi le professeur Laurique Zerbini, qui a bien voulu superviser et encadrer ses travaux dans le cadre de cette mobilité. Le thème de cette conférence, comme elle l'a souligné, est tiré de notre recherche qui sera soutenue dans les prochains mois à l'Université de Douala au Cameroun. Le sujet de la thèse s'intitule « Production scientifique et décolonisation des savoirs en Afrique subsaharienne ». Lecture croisée des œuvres de Dika Akwa Nia Bonambola, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella, 1955-2011. Cette recherche doctorale, centrée sur la production et la circulation des savoirs, permet aussi de visiter quelques aspects de la formation des élites intellectuelles en Afrique subsaharienne. Dans un premier temps, nous présenterons succinctement Dika Akwa Nia Bonambola, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella. Ensuite, nous allons analyser, après la mise en contexte, le concept de décolonisation des savoirs. Et enfin, nous verrons les axes relevants de la décolonisation des savoirs dans l'œuvre de ces esthètes
à travers des déterminants épistémologiques, sociopolitiques, culturels et religieux. Dika Akwanya Bonambela, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella naissent et passent leur enfance au Cameroun entre 1933 et 1950, un moment où la colonisation connaît sa pleine effervescence. Tous les Croix grandissent dans un entourage traditionnellement, culturellement et politiquement actif, imprégné par la culture de l'insoumission, de la liberté et de la résistance. Ils forment leurs humanités primaires et secondaires dans des écoles missionnaires et réussissent à conserver leur attachement aux valeurs africaines, même si l'école missionnaire était perçue à ce moment comme source d'altération des identités antérieures et de dévalorisation des savoirs ancestraux. Leur adolescence dans les années 1950 et à 1960 est une période à la fois charnière et témoin des résistances et des luttes d'émancipation à l'occupation coloniale en Afrique subsaharienne. Sur le plan international, c'est aussi le moment où surgissent les grandes questions identitaires, où ressurgissent les grandes questions identitaires et raciales. Ils quittent l'Afrique pour suivre leurs études supérieures dans les universités françaises. Dika Akwanya Bonambela, de son vrai nom Dika Akwabeto de Guillaume, est né le 27 janvier 1933 à Beneleke, à Douala. Historien, ethnologue, juriste et homme politique, cet intellectuel camerounais était aussi journaliste. En 1948, il part en France suivre les cours de l'école française des Cuits et Paux, puis s'inscrit en anthropologie juridique à la Sorbonne, ainsi qu'en économie et en sciences sociales à l'école pratique des hautes études de Paris, où il obtient un doctorat en ethnologie et un autre en anthropologie juridique. Son œuvre scientifique pluridisciplinaire, riche de plus de 16 publications, s'étend sur une trentaine d'années. Après son retour au Cameroun en 1982, il est nommé coordonnateur de recherche ethnosociologique à l'Office national de recherche scientifique et technique, en abrégé ONARES. En 1983, il prend la charge du département d'histoire et d'archéologie de l'Institut des sciences humaines, sans abandonner son poste obtenu en 1979 à l'Université des Mutants au Sénégal et celui de directeur de la revue Le Mutant d'Afrique. Dika Akwanya Bonambela décède donc le 7 juin 1995 à Douala des suites de maladie. Fabien Eboussi Boulaga est né le 17 janvier 1934 à Bafia, dans la région administrative du centre du Cameroun. Il décède le 13 octobre 2018 à Yaoundé. Après des études secondaires au petit séminaire d'Akono, il intègre le noviciat en 1955 pour une période d'inhibition et de probation à la vie religieuse. Il obtient une licence de théologie à l'Institut catholique de Lyon et un doctorat de lettres et philosophie. Fabien Eboussi Boulaga a donc séjourné à Lyon, qui vit dans le cadre de cette conférence. Quant à Jean-Marc Ella, il est né le 27 janvier 1936 à Ebolova, dans l'actuel chef-lieu de la région du Sud Cameroun. Après l'obtention de son certificat d'études en 1951 dans sa ville natale, il intègre le petit séminaire d'Edéa pour un séjour de courte durée. Il obtient son baccalauréat à Otélé et est ordonné prêtre. Il obtient son baccalauréat au séminaire d'Akono et plus tard il est ordonné prêtre en 1960. Envoyé donc par sa hiérarchie en France, il poursuit ses études supérieures à l'Université catholique de Strasbourg, où il obtient une licence en sciences sociales et en théologie, puis en 1969, une thèse de doctorat en théologie consacrée à Martin Luther King. En 1978, il soutient une autre thèse de 3e cycle en anthropologie sociale et culturelle à l'Université de Paris 5. Et en 1990, il passe son habilitation à diriger des recherches en sociologie à l'Université catholique de Strasbourg. Il décède le 26 décembre 2008 à Vancouver.
La question qui s'est posée dans les sociétés du Sud ou sociétés anciennement colonisées était de savoir comment, sur le plan épistémologique, mais aussi de la production et de la circulation des connaissances, elles allaient, à la suite de leur souveraineté politique, affirmer leur souveraineté intellectuelle. La domination que l'Europe exerce sur l'Afrique dans les domaines de la culture s'explique à la fois par le passé de l'esclavage et la colonisation qui, pour cette dernière, entraîna une construction des savoirs produits sur l'Afrique. Au reste du monde, l'Europe s'imposa dès la fin du Moyen Âge comme le lieu privilégié de construction des connaissances et acquit une hégémonie épistémique sur toutes les autres cultures du monde. Cette hégémonie épistémique est en effet un construit social qui a voulu déclasser les savoirs et les pratiques non européens, parmi lesquels les cultures africaines. Elle fut en effet cataloguée par l'ethnologie coloniale dans le registre des savoirs primitifs, arriérés, mythologiques, pré-scientifiques ou ascientifiques. L'européen fut alors assimilé à l'universel, c'est-à-dire au moderne ou à l'idée d'un progrès selon laquelle la modernité et la tradition cessaient de cohabiter pour apparaître comme des étapes différentes mais successives d'un processus unilinéaire de l'histoire. Cette négation de la contemporanéité entre l'Europe dite moderne et le reste du monde justifie aussi l'entreprise coloniale de la même manière qu'elle a débouché sur une hiérarchisation épistémique des savoirs. La décolonisation des savoirs en Afrique subsaharienne dont il est question dans l'œuvre de Dika Akwanya Bonabela, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella est un concept complexe dont il est difficile de situer la genèse dans le temps. C'est une question qui prospère autour des initiatives institutionnelles qui permettent de comprendre sa naissance et son évolution. Parmi ces initiatives, nous pouvons donc citer les conférences panafricaines organisées dès l'année 1900 à Londres par l'avocat trinidadien Henry Sylvester Williams, le mouvement de la négritude lancé à Paris dans les années 1930 par les poètes noirs et écrivains, parmi lesquels nous trouvons Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, la création de la revue Présence africaine en 1947 par le Sénégalais Alioune Diop, le programme mondial de lutte contre le racisme initié par l'UNESCO en 1949, le premier congrès international des écrivains et artistes noirs organisé en 1956 et le Festival des Arts Nègres. Mais il nous faut aussi citer la création de la première chaire d'histoire de l'Afrique en 1960 à la Sorbonne, le colloque du Caire organisé en 1974 sur le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroïtique, et la création la même année du Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, en abrégé le CODESRIA. À ce niveau, il est important de préciser qu'il y a un ensemble d'autres initiatives que nous pouvons greffer à ces initiatives institutionnelles qui ont pris corps au même moment que la décolonisation des savoirs, mais nous avons retenu celle que nous venons de vous citer. Ces initiatives s'articulent donc avec la publication des auteurs africains dans les domaines de l'histoire, de l'anthropologie, de l'égyptologie et de la littérature. La décolonisation des savoirs peut aussi s'inscrire dans le sillage des études postcoloniales qui désigne un courant intellectuel critique apparu à la fin du XXe siècle et dont la particularité était d'évaluer les effets de la colonisation sur l'identité culturelle des peuples décolonisés ainsi que la domination économique qui participe à ce qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme. C'est la raison pour laquelle la décolonisation des savoirs est très souvent attachée à une compile de mouvements d'essence émancipatrice et libératrice qui ont lieu en Afrique et au-delà de ses frontières, et ceci dans divers domaines. Nous avons abordé le concept de décolonisation des savoirs sous une triple approche philosophique, historique et culturelle afin d'aboutir à une définition opérationnelle
qui est donc prise en considération dans le cadre de ce travail. Pour la philosophe franco-algérienne Célalis Boulbina, la décolonisation des savoirs est le processus par lequel on interroge les transferts de connaissances et la circulation des idées. Ce processus consiste à examiner ce qu'on apprend, ce qu'on a appris et ce que l'on peut apprendre de Koui et de nous. Dans ce cas, la décolonisation des savoirs intervient en réaction ou en réponse à 3 facteurs distincts. Premièrement, il faut qu'il y ait transfert et par conséquent une rencontre entre 2 entités au cours desquelles l'une d'elles reçoit des connaissances de l'autre. Deuxièmement, il faut que l'entité réceptrice formule des interrogations et des questionnements vis-à-vis des savoirs préalablement reçus. Enfin, il faut que l'entité réceptrice en crée une sélection des savoirs à partir desquels elle peut apprendre de Koui et d'elle-même pour en déconstruire et retenir ce qu'elle veut conserver. Le philosophe camerounais Ernest Marie Bonda, la décolonisation des savoirs peut être appréhendée à partir de 3 modèles majeurs que sont la déconstruction, l'émancipation et la désobéissance, la circulation et la migration. Le modèle de la déconstruction tire ses origines des théories postmodernes abordées et fondées sur l'idée d'une remise en cause d'un savoir objectif. Bonda préconise que tout savoir se situe par rapport à un contexte spécifique de production. Le deuxième modèle, quant à lui, concerne les colonisés qui arrivent à la conclusion selon laquelle le savoir dominant va de soi et constitue un ordre épistémique absolu et paradigmatique. Le troisième modèle, qui est celui de la circulation et de la migration, postule que la déconstruction et la déconnexion ne débouchent pas sur le remplacement d'une épistémée par une autre, encore moins par l'association de 2 ou plusieurs univers épistémiques, mais permet de créer un espace commun et inclusif. La décolonisation des savoirs prend un autre sens avec Frantz Fanon, qui, dans Les Damnés de la Terre, publié en 1961, spécifie que, je cite, « Décoloniser, c'est faire passer du néant à l'être. La décolonisation décrit le processus générique d'un devenir homme. Le coloniser, chosifier et transformer en animal, en objet ou identifié au mal absolu, conquiert son humanité dans le processus par lequel il se libère activement du joug colonial. » Pour le philosophe français Mathieu Reynaud, il faut voir dans la décolonisation un double mouvement de rupture et de désancrement. Ce double mouvement consiste dans la reprise et la déprise des savoirs nés en Europe et diffusés en Afrique à la faveur du contact colonial et de la mondialisation. Il permet de penser à une réappropriation, une relocalisation des savoirs et de les départir de toute influence et du regard de leur lieu d'émission. De ces 3 approches découle le sens et la définition que nous donnons à la décolonisation des savoirs dans ce travail. Ce concept désigne alors un processus qui, à partir des méthodes et des outils d'analyse, interroge les savoirs produits par l'Occident et reçus de l'Occident sur l'Afrique afin de les affranchir de toute influence idéologique. Sous cet angle, il apparaît que la colonisation est restée présente dans les formes dominantes du savoir et des imaginaires en Afrique. Il existe alors les démarches critiques qui consistent à renouer avec les savoirs endogènes, en les adaptant par un dialogue critique aux besoins contemporains de l'émancipation sociale africaine. Étant donné qu'en Afrique, la production et la consommation, en matière de production et de consommation des savoirs, l'Afrique a longtemps été assimilée, selon l'expression du juriste gabonais Guy Rosatanga Rigno, à un simple comptoir postcolonial de vente, de consommation et de distribution des savoirs occidentaux. Les démarches de Dika Akwanya Bonabella, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella s'inscrivent dans une déconstruction épistémique, sociopolitique, socioculturelle des connaissances construites par l'Occident sur l'Afrique et aussi par certains Africains sur l'Afrique. Nous le verrons un peu plus devant.
Ils vont chercher à dénoncer la posture d'encorbellement du savoir africain, déterminé aujourd'hui par l'oubli de sa propre historicité et de son archéologie. La production scientifique de Dika Akwanya Bonambela, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella étudie la connaissance dans l'écriture de l'histoire générale et ses sources, l'histoire de l'Afrique en général. Elle interroge aussi la représentation et la restitution de la réalité par la déconstruction scientifique des conclusions antérieures. Elle procède aussi à la définition d'une identité pour soi, réelle et écrite à partir du dédain. Tout ceci s'opère par une critique épistémologique et méthodologique des savoirs et des discours élaborés sur l'Afrique. Il critique aussi ce discours qui vise à réhabiliter l'Afrique et les Africains dans une posture justificatrice et supplicatrice vis-à-vis de l'Occident, plutôt que dans une perspective émancipatrice et libératrice. La production scientifique de ces esthètes nous permet de comprendre que la décolonisation de l'Afrique n'est pas seulement politique. Il s'agit d'une tâche proprement épistémologique qui appelle à l'éveil des consciences sur le plan de la production, des déplacements et de la réappropriation des savoirs en Afrique. De ce fait, le rapport de l'Afrique au monde contemporain ne peut être détaché de sa réalité historique. Telle est la première des évidences que révèlent leurs travaux. En effet, cette réalité se définit pour Dika Akwa par la mémoire de l'Afrique, marquée par un épisode d'arrachement à sa structure organisationnelle et à ses spécificités. Pour Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella, elle est aussi due à l'impact d'une rencontre violente qui affecta à la fois les imaginaires, l'interprétation des réalités africaines et les discours. La mémoire coloniale a donc été la passerelle pour une construction du discours devenu l'objet des travaux d'ethnologues, d'historiens et d'anthropologues occidentaux, en particulier qui, depuis le siècle des Lumières, ont classé l'Afrique et ses peuples parmi les primitifs, les archaïques. Les sociétés africaines furent alors cataloguées comme des structures simples, alors même qu'elles disposaient d'une organisation sociopolitique complexe, comme le démontre Dika Akwanya Bonambela dans son ouvrage Les descendants des pharaons à travers l'Afrique, et aussi dans les problèmes de l'anthropologie et de l'histoire africaine, publié en 1985. La perception et l'appréhension des sociétés africaines qui a été définie comme une démarche rationaliste et universelle par l'Occident, lui conférant le monopole de la raison, de la vérité et de la légitimité scientifique, ne permet pas d'accéder à tous les champs des savoirs et savoir-faire africains. Dika Akwanya Bonambela, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella étudient par ailleurs le rapport de l'Afrique à la mémoire coloniale. Les sciences humaines et sociales à l'occidental, consacrées à l'étude de l'homme et des sociétés africaines, posent un problème de fond. Elles ont suivi deux orientations fondamentales. L'une soucieuse d'élaborer le discours et de construire l'image d'une Europe supérieure et par conséquent civilisée, et l'autre s'appliquant aux sociétés dites primitives sur lesquelles elle entendait exercer sa domination. De ce fait, les travaux de Dika Akwanya Bonambela, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella permettent de comprendre que les théories nées sur le sol européen et élaborées à partir des réalités européennes ne peuvent être appliquées telles quelles à l'interprétation et à l'analyse des réalités africaines. Dans cette mesure, on voit qu'il existe un rapport entre la production des savoirs et leur lieu de production, ainsi que celui de réception. En les scrutant de bout en bout, on constate que la production scientifique en Afrique ainsi que les concepts qui la structurent sont également une préoccupation majeure des écrits de ces auteurs. Ils s'accordent alors sur la falsification de l'histoire et les effets négatifs de la colonisation sur les sociétés africaines, mais ils n'entrevoient pas de la même manière l'usage de la mémoire coloniale. Là, c'est une des disparités que nous avons pu remarquer
à la lecture croisée des écrits de Dika Akwa et ceux de Fabien Boussi-Boulaga et Jean-Marc Kela. Donc, on voit que dans l'œuvre de Dika Akwanya Bonambela, l'usage de la mémoire coloniale semble davantage plonger l'Afrique dans un discours qui tend un peu vers la victimisation. Or, différemment, Fabien Boussi-Boulaga et Jean-Marc Kela s'inscrivent dans la perspective du dépassement historique, de la réappropriation de la mémoire et de son investissement dans les défis contemporains auxquels l'Afrique est confrontée. Les savoirs locaux occupent une place prépondérante dans la trajectoire du développement des États africains, dans la production de Dika Akwanya Bonambela, Fabien Boussi-Boulaga et Jean-Marc Kela. Ils lèvent les stéréotypes qui ont été formulés et nourris sur les savoirs locaux par une remise en cause du modèle de mondialisation occidentale, en rappelant que l'humanité est une somme des savoirs de toutes les cultures. Ces stéréotypes sont devenus des barrières qui ont conféré un statut subordonné aux savoirs locaux. Et ce facteur remonte aussi au moment colonial qui, à partir des critères tels que la maîtrise de la langue coloniale et de son écriture, a donné naissance à une différenciation sociale et culturelle en Afrique. Cette grille de lecture a influencé le regard et la place accordée au savoir paysan entre guillemets. Et pourtant, les savoirs paysans sont pour Jean-Marc Kela des savoirs pratiques et en acte, parce qu'ils sont non seulement présents au sein des sociétés qui les produisent et qu'ils assurent leur mise en œuvre. Ce sont aussi des savoirs en construction dans le vécu quotidien des indigènes, entre guillemets. Ce sont des savoirs qui, même s'ils ne suivent pas les canons méthodologiques dits conventionnels à l'occidental, répondent à un grand nombre de questionnements et apportent des solutions à des besoins spécifiques. Par rapport à la culture et aux traditions africaines, les auteurs soutiennent qu'il y a de la rationalité dans la culture et les traditions africaines, mais invitent à penser leur ouverture à une critique qui, loin de les sacraliser, les confronte par une remise en cause pour en faire un élément central de la quête d'une vérité vérifiée. Pour se rendre compte de cette rationalité, il faut donc, je cite Jean-Marc Kela, renoncer à examiner la tradition africaine et les pensées scientifiques à partir des oppositions commodes entre naturel et surnaturel, l'émotion et la rationalité, la science et le mythe, la pensée positive et la pensée mystique. La recherche scientifique en Europe peut être élaborée à partir des méthodes qui se déclinent explicitement à la lecture des écrits de Dika Akwanya Bonambela, Fabien Boussi-Boulaga et Jean-Marc Kela. Dika Akwanya Bonambela élabore la méthode architecturale ou Mulongi. Mulongi qui est un mot qui vient de la langue Sawa, Douala, qui est composé du préfixe mou et du suffixe et du radical longi et qui veut dire construire. Cette méthode consiste donc en une construction évolutive qui s'effectue en plusieurs systèmes faits de structures indissociables. Elles sont liées par des rapports d'analogie, d'homologie et développent une panstructure selon les lois précises de momomorphisme, d'autorhythmicité, d'actualisation, potentialisation et de centration, périphérisation poissonnière d'une taxonomie des structures mises ensemble. La méthode architecturale ou Mulongi selon Dika Akwanya Bonambela, la méthode de l'anthropo-historien-objet. Elle s'applique à l'homme de science qui la pratique. Donc le chercheur initialement africain est à la fois sujet et acteur au sein de la société dont il est appelé à décrire et à analyser les faits. Il participe d'une manière ou d'une autre à ces faits, ces expériences auxquelles il a une idée préalablement reçue. Dans cette double posture, il doit à la fois garder une certaine distance vis-à-vis de l'objet à étudier et mettre à l'écart le rôle de cet objet. À partir donc de cette distanciation se dégage une relation de base
dont ne dispose pas l'enquêteur extérieur. Et l'enquêteur extérieur ne peut donc par conséquent saisir ou sentir toutes les fibres par lesquelles les relations de base vibrent dans le tissu social. Chez Fabien Ebousi-Boulaga, la démarche est essentiellement philosophique. La philosophie est pour le sujet africain une arme de libération et d'affranchissement de la domination et de la servitude culturelle et historique. Cette méthode se décline en 3 moments qui s'appuient sur l'identité et le passé, qui s'appuient sur des éléments spécifiques. Le premier sur l'identité et le passé historique comme moyen de libération de l'en-soi. Le second comme la contestation et l'introspection comme moyen de libération du pour-soi. Et l'utopie comme moyen de construction d'un mode de vie en coexistence avec celui du pour-autrui. Le premier moment qui est celui de l'identité et du passé historique comme moyen de libération de l'en-soi consiste en la récupération intacte du passé et du pouvoir colonial pour en faire un lieu d'examen et de réexamen. Cet exercice consiste à interroger des schémas et des canons de domination déployés contre le Muntu par lui-même, par autrui. Par ailleurs, Ebousi-Boulaga postule l'affirmation de l'identité du Muntu par la contestation de ce qui le met en péril. À partir de l'attestation de son humanité lui-même, je cite, le discours du Muntu se constitue d'abord en soi en postulant l'identité de tous les nègres dans la même attitude et la même conscience. Selon l'auteur, ce discours se caractérise donc par son immédiateté et se dévoile comme 2 points, je cite, une pensée en soi des systèmes qui s'imposent dans leur originalité et leur particularité, en même temps qu'ils peuvent être confrontés avec d'autres. Le deuxième moment est celui de la contestation et de l'introspection comme moyen de libération du pour-soi. Il consiste d'une part à admettre la condition qui a été faite au Muntu et aussi d'opérer une mise en ordre du chaos à travers une quête des voies et moyens susceptibles d'aboutir à une suppression de la contradiction. D'autre part, à procéder à une observation méthodique du Muntu par lui-même, de ses états et de sa vie intérieure. Le troisième moment est celui des topiques comme lieu de construction d'un mode de vie en coexistence avec celui du pour-autrui. Et ce moment postule que le Muntu ne saurait vivre en autarcie dans le contexte contemporain de l'Afrique, mais qu'il doit procéder à une observation, mais qu'il doit plutôt aspirer, chercher les voies et les moyens qui, une fois ancrés en contexte d'extériorité, lui permettent de rencontrer l'autre en demeurant lui-même, sans toutefois être l'objet des assimilations ou s'exposer à une assimilation. Le projet méthodologique et théorique qui caractérise la production scientifique de Jean-Marc Ella porte sur la recherche participative qu'il entend mener par l'épistémologie de la transition et la théorie de l'afro-renaissance. L'épistémologie de la transition repose sur 3 étapes. D'abord, je cite, le processus de déconstruction et de refutabilité du corpus des idées, du stock des images et des représentations dont l'Afrique et les Africains ont fait l'objet au cours de leur long séjour dans l'espace mondial dans l'espace mental de l'Occident. Ensuite, l'état de surveillance intellectuelle de soi et enfin, le défi de l'innovation théorique ou l'africanisme. Ensemble, ces 3 méthodologies qui se dégagent des productions scientifiques de Dika Akwanya Bonambela, Fabien Ebousi-Boulaga et Jean-Marc Ella sont une réponse et une solution de sortie des modèles extravertis pour lesquels l'Afrique est restée jusqu'ici le terrain d'essai et d'expérimentation. Elles ouvrent la voie à des dispositifs plus adaptés et sont le produit d'une construction méthodologique endogène.
Elle rappelle aussi avec force la nécessité de pallier aux problèmes de quotidienneté par des méthodes internes. Il faut dans cette mesure établir une action conjointe entre les chercheurs, les acteurs d'intervention et les acteurs locaux. Ainsi, décoloniser les savoirs et la production scientifique s'articule avec dissidence et recherche scientifique en vue de la reconquête africaine de l'initiative scientifique. Et cet exercice, cette méthodologie est à appliquer à la fois individuellement puis collectivement par les États africains qui doivent davantage puiser dans les savoirs locaux pour parler d'eux-mêmes et rendre la production et les connaissances libres, déchaînées de toute idéologie occidentale d'exploitation, d'assujettissement et de marginalisation, en ayant un lien direct avec les besoins immédiats de l'Africain. L'État postcolonial est saisi dans la production de ses auteurs comme un prolongement du régime colonial. L'État contemporain se caractérise encore par l'exercice de l'usage inapproprié de la violence légitime à des fins de conservation du pouvoir en réprimant les revendications du peuple. L'usage du pouvoir s'est aussi présenté sous la forme légale de la contrainte sur les personnes. Dika Akwanya Bonambela s'interroge sur l'apport de la science et de l'analyse et de son analyse dans la compréhension de l'organisation sociopolitique des sociétés africaines. Il considère qu'une étude du droit foncier en Afrique uniquement basée sur les faits et les phénomènes apparus avec la colonisation et plus précisément la balkanisation de l'Afrique ne rend pas compte de la réalité, car cette étude ne prend pas en compte les autres phénomènes que la colonisation a mis à l'écart. À cet effet, l'auteur soutient que les problèmes fonciers rencontrés au lendemain des indépendances sont liés au fait que les Africains n'ont pas jusqu'ici reçu et accepté la conception de l'espace ou le tracé des frontières initié par le colonisateur. L'homme africain se retrouve alors partagé entre sa perception propre de l'espace et l'univers déporté de l'Occident durant la colonisation. En revanche, l'œuvre de Fabien Ebousi-Boulaga, de même que celle de Jean-Marc Kella, met en lumière les formes sociopolitiques de la vie quotidienne et des institutions en Afrique. Même si Jean-Marc Kella se réfère davantage au pouvoir, il est clair que la pensée des deux auteurs s'articule autour de la déconstruction et de la reconstruction des réalités sociopolitiques africaines. Cette déconstruction ressort les contours et la face cachée des aspects les plus sombres de la réalité sociale en Afrique. Pour Fabien Ebousi-Boulaga, les devenirs du continent se jouent et se construisent dans les lieux politiques. L'auteur consacre alors une bonne partie de sa production à l'analyse de la vie quotidienne et ordinaire des hommes et des femmes de l'Afrique, sortis de l'épisode colonial par les indépendances et ancrés dans une situation postcoloniale complexe. Ses ouvrages, La crise du Muntu, publié en 1977, et Le christianisme sans fétiche en 1981, interrogent davantage les effets de la colonisation sur la culture, les sociétés, les mentalités et les savoirs en Afrique à travers l'une des questions fondamentales. Je cite, « Comment faire sien le langage de l'ogre ?» Cette interrogation qui soulève le problème du retour à l'univers de sens de l'Afrique bouleversé par la colonisation amène à discuter à nouveau sur la manière d'amener les hommes et les femmes d'Afrique à se relever. Pour l'auteur, ce retour ne s'effectue pas par le rejet automatique de ce qui ne vient pas de l'Afrique, mais par la récupération de cet héritage afin de s'y soumettre, afin de soumettre cet héritage à une interrogation et un questionnement profond, à la fois sur ses formes et son contenu. Pour la philosophe Yala Nadia Kizukidi, se placer dans une approche éboussienne, à savoir penser et envisager le moment postcolonial africain, je cite,
C'est ainsi saisir subjectivement la condition historique faite à l'homme et à la femme africaine dont l'univers de sens s'est effondré avec la colonisation et ne s'est pas nécessairement reconstitué après les indépendances. Et c'est objectivement de se demander avec quelle langue, quel lexique, quelle grammaire, mais aussi avec quelle pratique concrète, institutionnelle, collective ou individuelle, participer à la possibilité de son relèvement. Pour Fabien Ebousi-Boulagado, l'état de la démocratie en Afrique manque l'absence d'un principe d'autorité dans sa nature. Parlant de l'État, il en ressort que l'espace n'est pas un contenu chez Fabien Ebousi-Boulaga, mais plutôt une chose perceptible par la vue au centre des interactions sociales à partir desquelles on peut saisir la complexité réelle et décrire le fait social. La domination coloniale en Afrique se présente, selon lui, sous la forme d'un État qui prive ses citoyens de liberté. Ainsi, il analyse à partir des déterminants politiques, économiques, géographiques et sociaux la condition de l'homme africain en situation postcoloniale. D'autre part, il examine les séquelles et les répercussions du choc colonial sur les individus et la culture. En effet, à l'image des colons, les détenteurs du pouvoir sont très souvent contraints à recourir à la violence, car ils ne bénéficient ni de la légitimité, ni de la reconnaissance propre du peuple. Dans la plupart des cas, ils parviennent au pouvoir du trucage des élections. Ils parviennent au pouvoir par le trucage des élections et ils compromettent de toutes sortes et ils sont prêts à toutes sortes de compromissions pour assurer le maintien de ce pouvoir. L'auteur parle d'ailleurs d'une démocratie de transit au Cameroun pour attirer l'attention sur la situation démocratique par des faits d'actualité et en tirer les conséquences et les incidents. Face à cela, Fabien Ebousi-Boulaga propose une redéfinition anthropologique de la démocratie en contexte africain. Une démocratie essentiellement fondée sur la discussion qui place l'homme au cœur des réalisations et qui fait de sa liberté une garantie. Car pour l'auteur, la démocratie se fonde sur un principe je cite, liberté égale pour tous. La pratique démocratique renvoie à un processus d'humanisation de soi basé sur les fondements anthropologiques africains départis des traumatismes coloniaux, et elle nous amène à reconsidérer l'autre comme libre au sein d'un espace public, lui-même libre. Les points de vue de Fabien Ebousi-Boulaga et Jean-Marc Ella ne diffèrent pas au sujet de la conception de l'État postcolonial en Afrique, bâti sur les relents coloniaux et néocoloniaux patents. Ce qui diffère est le traitement et les manières dont les auteurs abordent cette question. Si Fabien Ebousi-Boulaga mobilise les déterminants de la pratique démocratique pour lire la situation, Jean-Marc Ella s'appuie sur les dynamiques conflictuelles et les mécanismes de domination en vogue au sein de l'État postcolonial à travers une étude des conflits et des formes de violence dans la vie quotidienne en Afrique. En effet, pour Jean-Marc Ella, l'autoritaire dans l'État postcolonial se manifeste par la froideur et l'usage incessant de la violence. C'est ce climat de froideur et de violence qui occasionne la récurrence des conflits au sein du tissu social. En effet, l'État en Afrique est, selon Jean-Marc Ella, l'instigateur d'un système d'inégalité et de domination qui produit la stratification sociale. Jean-Marc Ella souligne le chiffre d'horreur qui structure la vie quotidienne et qui se découle des conflits produits par le rapport des gens ordinaires à l'État. La quotidienneté s'accompagne d'une série de répressions, que ce soit au niveau macro ou micro de la société, et il témoigne en même temps des conflits qui abondent autour de cette thématique.
Évidemment, il ne s'agit pas d'un provincialisme scientifique. Si les auteurs présentent l'Afrique comme un pôle de production de savoir, c'est en raison de l'enjeu que la connaissance représente aujourd'hui. C'est aussi parce que l'Afrique ne peut se passer de la colonisation pour parvenir. C'est aussi parce que l'Afrique ne peut se passer de la décolonisation des savoirs pour parvenir à son développement. Les travaux de Dika Akwanya Bonambela, Fabien Eboussi Boulaga reviennent alors sur l'histoire des relations entre l'Afrique et le monde et sa perception dans le monde. Ils permettent d'opérer une relecture de la position de l'Afrique dans le monde en général, principalement avec les anciennes puissances coloniales, et de revisiter le rôle des acteurs et la nécessité de prendre en compte les initiatives locales. Leur pensée, leur démarche s'enracine dans les déterminants sociaux, historiques et culturels, ainsi que dans des facteurs économiques. Ils proposent à l'Afrique de chercher par elle-même les voies et les solutions aux problèmes du présent. C'est également un appel à la liberté et à l'autodétermination vis-à-vis du passé colonial. Il s'agit alors pour l'Afrique de revoir ses relations et de refonder ses rapports avec les anciennes puissances coloniales, notamment la France, voir le monde pour passer d'une relation subie à une relation consentie et volontaire. Il s'agit de substituer aux liens qui enchaînent des liens qui désormais libèrent. Les auteurs aspirent alors à une épistémologie africaine qui ne revendique aucun monopole de la vérité scientifique, mais se veut une démarche amplifiante, favorisant toutes les méthodes présentes. Elle ne conduit pas au refus de recevoir une proposition ou des résultats autres que ceux auxquels elle aboutit. Elle rejoint par conséquent les principes universels de la science parmi lesquels l'objectivité et l'honnêteté. Elle reconnaît aussi qu'aucun pôle ne détient la totalité sur le savoir et qu'il n'est pas exclu de le soumettre au principe de la falsification poupérienne. Elle permet enfin de se rendre à l'évidence que dans le contexte d'ouverture au monde, il y a dans le savoir et aussi en tout savoir une identité de ceux qui le produisent. Je vous remercie. Très bien. Nous remercions vivement Edith. Je vais me permettre de l'appeler par son prénom si elle l'accepte. Nous remercions vivement Edith de cette conférence extrêmement riche qui, je pense, va soulever un certain nombre de questions parce que on a parlé d'oubli, j'en ai noté quelques-uns, oubli de l'historicité, qu'est-ce que la mémoire coloniale, comment effectivement reconstruire effectivement ce savoir, quelle langue, ça c'est extrêmement intéressant, quelle langue, quelle grammaire pour le relèvement de ces savoirs. Donc je laisse tout de suite la place aux questions qui vont surgir, à toutes les questions qui vont surgir au sein de cette salle, mais également avec nos interlocuteurs aux quatre coins du monde, et je pense surtout en Afrique. Quelques réglages techniques. D'accord, nous remercions tous ceux qui nous suivent de loin et nous leur demandons simplement de laisser leurs questions par chat et nous allons essayer de les remonter à la conférencière ici et ça sera répondu. Merci. Oui. Jean.
Bonjour, messieurs, bonjour, mesdames. Je me nomme Leblond Macaire. Je suis âgé de 73 ans. Et mon grand-père, effectivement, est un Français. Il est breton et il était le gouverneur de la France en Afrique de l'Ouest. Et il a fait un enfant avec ma grand-mère, qui est togolaise, et mon père est né de ce métissage. Alors, au temps de l'indépendance, mon grand-père est rentré et mon père est resté avec sa mère. Donc, c'est la génération à continuer. Alors, au cours de mon existence, moi, je me suis posé beaucoup de questions sur les mémoires de la colonisation, l'occupation de ceux qui se prétendent des êtres supérieurs par rapport aux Africains. J'ai eu aussi la chance de travailler à l'UNICEF, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en Côte d'Ivoire, et après à la Banque africaine de développement, toujours en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'ai voulu participer à cette conférence pour écouter un peu et savoir comment on va orienter vraiment les suggestions qui vont pouvoir amener l'Afrique. Mais d'ores et déjà, si réellement, nous tous qui sommes ici, nous sommes vraiment des croyants, je dis bien croyants, moi je n'appartiens à aucune religion, mais seulement je crois en deux choses. Primo, je crois qu'il y a une force suprême et supérieure qu'on appelle communément Dieu. Dans ma langue, on appelle Mahou, Dieu. Et de l'autre côté, il y a aussi une force contraire qu'on appelle le diable. Pourquoi est-ce que je dis ça? Celui qui va avoir le temps d'analyser ces deux principes va savoir que tout ce que nous faisons sur la terre, on dit quoi? Ce n'est que affaire de vanité et de domination. Domination. Parce que moi, en tant qu'être humain, quand je vois les autres, toutes races confondues, qui peut se prétendre parmi nous pour dire il a donné l'ordre à ce Dieu-là qui a créé les êtres humains de différentes ethnies, oui, de différentes races, de différentes langues. Qui parmi nous peut se prétendre pour dire c'est moi qui lui ai donné l'ordre de créer, bon, par exemple, au Togo, on a à peu près une soixantaine d'ethnies. Au Cameroun, les Camerounais qui sont ici, 250. Ce n'est qu'un exemple. En Côte d'Ivoire, je crois que ça doit être 75 ou bien quelque chose comme ça. Mais quel est le principe que ce Dieu-là nous a donné? Quel est le mot-clé? Aime ton prochain comme toi-même. C'est tout. Est-ce que Dieu a dit à quelqu'un parce que lui il est de telle ethnie, lui il est de telle... Non. Mais les êtres humains n'arrivent pas. On n'arrive même pas à mettre ça là en pratique. Comment vous voulez? C'est la clé. Aimons-nous les uns les autres. Aimez-vous les autres. Aime ton frère comme toi-même. Posez-vous la question. Et nous qui sommes ici aujourd'hui, on a la chance. Parce que après, au cours de la Première Guerre mondiale, Hitler avait dit, si c'est que les Allemands avaient remporté cette guerre, nous les Africains, vous savez ce qu'il a prévu de faire avec nous? Ils allaient nous mettre pour alimenter les locomotives. Et donc, non, honnêtement, je n'ai pas de questions, j'ai juste un petit complément à donner. Parce que ce que vous avez dit, j'ai tout entendu. Bon, donc pour écouter, Hitler avait prévu, nous là, les Africains, les Noirs, comme nous sommes déjà noirs comme du charbon, du bois, ils allaient nous mettre dans les locomotives pour faire marcher les trains. Parce que les locomotives dans le temps étaient alimentées par le charbon et le bois. Donc, moi, j'ai voulu chercher un peu en profondeur pour comprendre ce qui se passe. Le deuxième point sur lequel je veux venir, il est dit malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Bon, aujourd'hui, j'ai écrit un petit directoire de démocratie pour les Africains. Mais est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils vont le mettre en pratique?
Pour le simple fait qu'on dit même, aime ton prochain, on ne peut même pas saluer. À chaque élection, on s'entretue. J'ai été en Côte d'Ivoire en 2010. Il faut voir ce qui s'est passé. C'est malheureux. Pourquoi est-ce que chez nous en Afrique, on s'entretue? Oh, Dieu nous a tout donné. Les terres fertiles, la forêt, la faune, la flore, on a tout ce qu'il faut. Mais quel est notre problème? Il y a un problème. C'est ce problème-là qu'il faut détecter et puis s'attaquer. Mais, je vous le dis, on le répète ce soir, personne ne peut régler ce problème. Donc, moi, ce que je vais vous dire ce soir, de l'espérance. Commençons d'abord à nous aider. C'est vrai. Moi, quand je vois cette femme, elle est blanche, mais c'est ma soeur. Où est le problème dans ça? Donc, je suis obligé d'écouter, mais sinon, moi aussi, un jour, je vais... Cette question sous deux volets. Le premier volet qui est celui des rapports construits et celui qui peut, n'est-ce pas, relever des parentés dans le cadre, sur le plan de la production des savoirs. Bon, pendant la rédaction de cette thèse, nous avons effectué des terrains, des descentes dans les musées et tout. Et les informations que nous avons pu retenir à ce jour ne nous permettent pas de dire ouvertement si Dika Kwanya Bonambela, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella avaient un rapport direct avec Fabien Eboussi Boulaga, avec Aimé Césaire et Senghor. Mais sur le plan de la production, lorsque nous avons cité les initiatives institutionnelles qui ont pris corps et qui peuvent au courant desquelles nous pouvons lire le processus de décolonisation des savoirs en lui-même, je pense que nous sommes revenus sur le mouvement de la négritude porté par Aimé Césaire. Quant à la production, quant à la décolonisation des savoirs dans l'œuvre de Dika Kwanya Bonambela et celle de Jean-Marc Ella et Fabien Eboussi Boulaga, en rapport avec le courant de la négritude, je ne pense pas vraiment qu'on puisse relever directement, à part hormis le fait que ce soit le courant de la négritude, que ce soit celui de la décolonisation des savoirs, il y a dans tous les deux mouvements ce besoin de désancrement. Donc, désancrement des savoirs, parce qu'avec la négritude, c'est tout autre chose, c'est beaucoup plus culturel, et la décolonisation est beaucoup plus épistémique. Donc, voilà ce que je peux apporter comme élément de réponse à cette question. Merci. Gardez le micro. Je vais parler très très fort. Deuxième question qui vous est posée. Quels sont les intellectuels dont se revendiquent Dika Kwanya Bonambela, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella? Est-ce que vous pourriez, en quelques instants, nous donner quelques repères? Oui. Pendant cette recherche, nous nous sommes aperçus qu'il existe deux types de parenté dans les écrits d'un auteur. Il y a ce que nous avons appelé dans notre recherche les parentés qui se révèlent ouvertement, c'est-à-dire que l'auteur, pendant sa production, pendant son vécu, a la possibilité de dire que moi j'ai été particulièrement influencé par tel auteur qui soit m'ont précédé, soit ont eu une influence quelconque sur moi, que ce soit pendant mon cursus ou alors pendant mes lectures et mes livres. Et il y a aussi des parentés qui se révèlent au moment où on lit la production scientifique d'un auteur. C'est-à-dire qu'au moment où on procède à la lecture des ouvrages de Dika Kwanya Bonambela, Fabien Eboussi Boulaga et Jean-Marc Ella, on arrive à détecter certains éléments, ou alors que ce soit dans leur cheminement, que ce soit dans leur écrit, qui les rapproche de certains autres auteurs. Et on va énumérer par auteur. Pour par exemple Jean-Marc Ella, on a deux principales influences. Il y en a plusieurs, mais je vais juste énumérer deux. Il y a Baba Simon qui fut son père spirituel, et je crois Eric Well qui aussi fut également
qui fut son père spirituel à l'université de Strasbourg. Et il y a aussi, en termes de production pour Jean-Marc Ella, Martin Luther King, sur qui il a d'ailleurs consacré ses travaux, sa thèse, il a consacré sa première thèse de doctorat à Martin Luther King. Et pour Fabien Ebousi-Boulaga, on va également relever deux influences, parmi lesquelles Hannah Arendt, qu'il a d'ailleurs beaucoup lu, et d'elle il tire cette manière cette façon qu'il théorise son approche de théorisation de la violence, la manière dont il théorise la violence est en grande partie issue des lectures des écrits de Hannah Arendt. Et pour Dika Akwanya Bonambela, il y a également Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop est également cette parenté que les trois auteurs ont en commun. Parce que dans la thèse, on souligne également que Cheikh Anta Diop exerce une influence considérable sur Dika Akwa, Fabien Ebousi-Boulaga et Jean-Marc Ella. Et l'une des preuves tangibles en est que ce soit Dika Akwanya Bonambela, que ce soit Jean-Marc Ella, tous les deux ont publié un ouvrage en hommage à Cheikh Anta Diop. Tandis que Fabien Ebousi-Boulaga a fait, je crois, les notes de relecture des travaux. Il a écrit un article sur les notes de relecture des travaux de Cheikh Anta Diop. Je pense que ce sont quelques éléments que nous pouvons relever ici, mais dans la thèse, nous revenons davantage sur cette question. Merci. Merci beaucoup, Lydie. Encore une question, il va y en avoir encore deux. Est-ce que les critiques formulées par ces trois auteurs sur la question, effectivement, de l'État colonial, est-ce que ces critiques-là peuvent-elles, peuvent-elles effectivement, j'allais dire, se répandre, peuvent-elles en fait être adoptées pour l'ensemble du continent? En d'autres termes, les critiques proposées par ces auteurs, est-ce qu'elles sont valables pour le Cameroun ou pour l'Afrique subsaharienne, ou pour le continent, et là je fais une différence, pour le continent africain? D'accord. Les critiques qui sont relevées par Dika Akwanya Bonambela, Fabien Ebousi-Boulaga et Jean-Marc Ella au sujet de l'État postcolonial en Afrique peuvent être appliquées et prises en compte dans toute l'Afrique. Et pourquoi nous le disons? Parce que même si aujourd'hui en Afrique, il y a des États qui arrivent à montrer une amélioration considérable sur la mise en place de la démocratie et l'exercice du pouvoir, il existe encore dans plusieurs États africains ce prolongement de la violence au sein de l'État. Et la critique postcoloniale que ces auteurs formulent ici s'identifie encore dans une grande partie des États africains. Et donc, les solutions qu'ils proposent peuvent être appliquées dans ces États. Donc, la production de Dika Akwanya Bonambela ne porte pas, de Dika Akwa, Fabien Ebousi-Boulaga et Jean-Marc Ella ne peut pas seulement servir à l'Afrique subsaharienne, même si nous avons voulu consacrer nos travaux à l'Afrique subsaharienne en raison de quelques éléments que nous avons présentés dans le contexte de notre thèse, mais ils peuvent également s'appliquer à toute l'Afrique, tout le continent en général. Je vous remercie. Il y a encore. Je termine juste une et je vous laisse tout de suite la parole. Est-ce que, voilà, une question qui vous est posée, Elie, est-ce que ces théories, ou alors est-ce que ces théories, et est-ce que des théories, j'allais presque dire, si je reprends les propos de l'interlocuteur, peuvent contribuer, à votre avis, au développement d'une Afrique post-coloniale? Évidemment. Nous croyons que ces éléments peuvent effectivement contribuer au développement d'une Afrique postcoloniale
meilleure et beaucoup plus aisée dans ses rapports avec elle-même, dans ses rapports avec le monde et dans la manière dont elle se définit et à partir de travailler également sur les indices à partir desquels ces populations, donc les peuples africains, se définissent et se voient leur position, voient leur lecture, dans leur lecture au monde en fait, et dans leur lecture par rapport à eux-mêmes, dans leur rapport interne et dans leur rapport externe. Merci. Juste dernière question, je vous laisserai cette fois-ci la salle poser les questions. Et ma première intuition me mène sur Dika Akwanya Bounambela et je décide de faire mon exposé sur Dika Akwanya Bounambela. Je présente mon exposé et je me sens très à l'aise, je suis émerveillée par la production de cet auteur que je n'ai jamais rencontré nulle part et que dans mes études de sociologie, on ne me l'a jamais présenté. Qu'est-ce que je fais? Alors, je décide de rédiger mon mémoire sur Dika, ce qui n'a pas été facile. Par la grâce, j'ai eu en Master 2 un autre enseignant, le professeur Emmanuel Wognou, qui nous a donné aussi cours sur le développement. Alors, je suis là, j'ai formulé mon sujet de mémoire. Je vais vers les enseignants et tout le monde demande « Pourquoi Dika? Pourquoi Dika ?» Je me retrouve départagée et je vais vers le professeur Wognou et je dois vous dire que c'est grâce à lui aujourd'hui. Il a été comme un parrain, un support sur mon attachement aux auteurs. Parce qu'une fois vers lui, il est plutôt saisi par l'originalité et il dit pourquoi ne pas à Lyrique dans un contexte où nous sommes en train de repenser, de revoir les programmes, parce que Lyrique en ce moment est en train de revoir ses programmes pour voir dans quelle manière les conduire à une africanisation au sens propre du terme. Et c'est comme ça que je décolle, je prends mon envol sur Dika, et je rédige mon mémoire sur le sujet que je viens de vous présenter et les choses se passent d'ailleurs bien. Je ne peux pas faire de ragots sur la mention et tout ce qui va. Je décide de m'inscrire dans la thèse à l'université de Douala et je rencontre mon encadreur, le professeur Emmanuel Tchoumchoua. Je voulais continuer uniquement sur Dika Akwanya Bounambela et l'enseignant me dit « Tu as bien travaillé sur Dika Akwa pour le mémoire, mais je crois que tu enrichirais mieux ton travail à le croiser avec deux autres auteurs de ton choix, qu'ils soient camerounais ou pas. » Alors je rentre dans mes relectures, j'identifie des auteurs et à partir de la décolonisation des savoirs comme point de contact, je me rends compte, par exemple, Jean-Marc Ella, je l'avais beaucoup déjà vu parce qu'avec mon programme de sociologie à l'université Yaoundé 1, le professeur Leca revenait régulièrement sur Jean-Marc Ella. Et je n'avais pas encore rencontré Fabien Boussi-Boulaga directement, mais à travers le cercle philo-psychosocial-anthropologique, je l'avais rencontré où j'assurais un peu la direction de la permanence à la bibliothèque et du coup, les philosophes venaient constamment consulter cet auteur. Et c'est comme ça que j'ai réussi à coller ces trois auteurs à partir des éléments que j'ai évoqués. Déjà, Dika Akwa né en 1933, Fabien Boussi-Boulaga 34 et Jean-Marc Ella qui est le cadet 36. Du coup, il y a les éléments comme le contexte pendant lequel ils grandissent et à partir de leurs travaux. Et tout ceci m'a pris environ 7 mois pour pouvoir vraiment voir de bout en bout comment est-ce qu'on pouvait envisager cette rencontre épistémique entre ces auteurs et de voir en quoi est-ce que leurs travaux se croisaient au niveau de la décolonisation des savoirs. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à formuler ce sujet qui, aujourd'hui, nous réunit tous. Alors, moi, je te dis merci, parce que avoir ces trois auteurs en quelques minutes, c'est costaud. Félicitations pour ce brillant travail. Je ne connais pas ton premier auteur, Dika, je ne connais pas bien Jean-Marc Ella, je connais un peu Boussi.
pour l'avoir lu et pour l'avoir rencontré. Parce que j'ai travaillé un peu en licence de philosophie sur la crise du monde tout. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que tu es historienne? Est-ce que nous sommes encore aujourd'hui dans la logique de la décolonisation des savoirs? Est-ce que nous sommes encore à cette période, à cette étape? Voilà, ça c'est ça ma question. Je veux finir avec un petit ajout. C'est que Ebussi Boulaga a une œuvre fondamentale qui est la crise du monde. Et cette œuvre, elle est vraiment écrite à partir de la dialectique de Hegel. Voilà. Et on pourrait dire à la limite c'est un plagiat. Voilà. Parce qu'il garde les concepts. Voilà. La conscience de soi. Parce que la finalité chez Ebussi, c'est qu'on arrive à une identité pour soi. Et l'identité pour soi, c'est le Hutu. Voilà. C'est le Hutu qui, d'abord, s'est posé comme conscience de soi, c'est-à-dire qui prend conscience de son aliénation historique, qui se révolte, voilà, qui se nie, voilà, et après, maintenant, qui se retrouve dans une identité libérée. Voilà. Le Hutu, c'est l'être accompli, en fait. Donc, Hegel pèse lourd dans la pensée de Ebussi Boulaga. C'était mon petit ajout. Merci. Votre ajout, que je pourrais revenir sur votre ajout parce que je vois il y a beaucoup de questions, mais tout à l'heure vous m'avez dit que nous allons échanger longuement sur le sujet. J'espère vraiment vous rencontrer après. Bon, vous avez demandé si aujourd'hui si la décolonisation des savoirs a lieu d'être dans ce contexte. Dire que cette question n'a pas lieu d'être, c'est remettre en cause tous ces travaux que nous venons de mener aujourd'hui sur nos recherches doctorales. La décolonisation des savoirs a bien évidemment lieu d'être dans la mesure où elle est le foyer. Je vais reprendre un peu cette idée à la philosophe Yala Nadia qui dit: la décolonisation des savoirs est le lieu épistémique qui permet de saisir un certain nombre de lieux qui ne sont pas envisagés ou qui ne sont pas admis à première vue par les politiques. C'est à ça que consiste la décolonisation des savoirs. Autant que l'Afrique continue à faire face aux crises, autant que l'Afrique continue à avoir des soucis, il faut bien que la décolonisation des savoirs soit à l'œuvre, parce que les savoirs sont aujourd'hui un enjeu déterminant dans le cadre des rapports humains, de tout ce qui structure les rencontres et la question de ce qu'on produit comme savoir et de ce qu'on consomme est aussi en grande partie le produit de ce que nous sommes et de ce que nous devenons par rapport au milieu dans lequel on se situe. Donc c'est cet apport, on pourra revenir sur la question un peu plus tard. Merci. Bon, moi je voulais poursuivre c'est presque la même question que Donald. D'abord, merci aussi pour ce travail. Ça donne des réminiscences. Wabi. Ok. Oui, on a vu d'abord qu'à partir de Césaire, les auteurs de la négritude, bon, ils sont passés presque d'une littérature de combat, pareil comme en philosophie, et on arrive à la décolonisation des savoirs. Et comme Donald a parlé, moi j'ai écrit ici. Toi, en tant que chercheur, ne penses-tu pas qu'on peut parler d'un échec de la décolonisation des savoirs compte tenu de la réalité politique et économique de l'Afrique? Quelqu'un a posé une question dans un livre: et si l'Afrique refusait le développement? Et dans mon pays, au Congo, il y a une grande réaction contre les intellectuels. Les gens disent: les intellectuels, vous, les professeurs, les docteurs, vous avez tué notre pays. Parce que c'est les professeurs
les docteurs en théologie, en sciences humaines, qui sont les plus corrompus. Alors, ne penses-tu pas que c'est vraiment un échec? Bon. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a échec de la décolonisation des savoirs, même si les éléments que vous évoquez sont un peu forts et qu'il est nécessaire de les prendre en compte, de prendre cette dimension en compte dans la production, dans la décolonisation des savoirs en elle-même. Et justement, dans cette recherche doctorale, nous revenons parce que on qualifie généralement dans la production de Dika Akwa, de Jean-Marc Ella, et qui se retrouve aussi dans la production de Dika Akwa et Fabien Ebousi-Boulaga, de la trahison du frère. Parce qu'à l'état postcolonial aujourd'hui, il y a, n'est-ce pas, ce complot. Il y a, parce que nous avons dû raccourcir nos représentations, mais nous sommes revenus sur la critique des programmes de l'enseignement, la critique même des mobiles de l'école et la critique même de ce que Fabien Ebousi-Boulaga a appelé les intellectuels ventriloques, qui aujourd'hui sont en partie les acteurs, les courroies de transmission de ces dysfonctionnements, qui alimentent ces dysfonctionnements aujourd'hui qu'on observe en Afrique. Donc, bien évidemment, il y a tous ces éléments à tenir en compte, mais cela ne justifie en aucun cas qu'il n'y a pas lieu de penser la décolonisation des savoirs. La décolonisation des savoirs est aussi là parce qu'elle permet justement de se rendre compte de tous ces paramètres qui, aujourd'hui, assurent le maintien. Et dans la production de Dika Akwanya Bounambela, comme celle de Fabien Ebousi-Boulaga et Jean-Marc Ella, la décolonisation des savoirs n'est pas seulement du point de vue de l'autre, elle est également par rapport à nous-mêmes. Par rapport à nous-mêmes. Et même quand ils reviennent sur la dimension, en rapport à la critique de l'État postcolonial, de la critique, ils reviennent suffisamment sur ce qu'on peut qualifier de la trahison du frère. Donc, je ne sais pas si... Oui, merci. Allez, j'ai une question. Ouais. Le micro. Bien. Merci Edith pour ce brillant exposé. Je présente rapidement, donc, je suis Christophe Ralitch, j'ai travaillé 10 ans sur l'histoire du Cameroun et tout ce que tu racontes évoque beaucoup de choses pour moi. J'en profite pour saluer Gildas Igor qui nous écoute de Douala, donc salut Gildas. J'ai des questions concernant le cheminement intellectuel de ces trois auteurs, que je ne pas très bien connaître, donc c'est intéressant pour moi. Et là, j'ai des questions concernant leur parcours de vie. Tu as dit tout à l'heure qu'ils étaient allés tous les trois à l'école missionnaire. Et savoir alors de quelle confession, parce que c'est important. Parce que si on passe par la MPA, on n'a pas tout à fait le même rapport au savoir, à la contestation, que si on est à la mission catholique. J'ai remarqué que Jean-Marc Ella donc, vient des Vaudois, Saint-Boulou, mais il est catholique. Exact. Voilà. Est-ce qu'il est passé par la MPA, la mission presbytérienne américaine d'Elat? Parce qu'il y a certains qui sont après allés dans le... Justement, il y a séjourné pendant que son CM2, oui, il est parti, ses parents vont le faire partir, qui vivait dans un milieu un peu plus reculé, pour l'envoyer à Elat, où il va faire justement son CM2 avec ses grands frères et au sein d'une mission de la NPA. Voilà. Mais ça ne sera que ce moment. Que ce moment-là. Oui, parce qu'après, il est beaucoup plus avec les prêtres catholiques, où il occupe la fonction de boy à l'époque. Donc, il aide les prêtres, il travaille avec les prêtres, il est un peu l'homme de main des prêtres, si on peut dire ça. Voilà. Servant de messe. Parce que le sens de ma question, c'est que l'enseignement de la MPA prédisposait un peu plus d'autonomie de pensée, et ils étaient beaucoup plus respectueux des cultures locales, notamment des langues locales, ce qui n'était pas le cas dans les missions catholiques. La même question pour Dika Akwa. Sa scolarité a été faite à Douala, je suppose. Et tout ce qui gravitait autour du Grand Aclo a été plutôt proche de la NBC
Contrairement à... Alors, c'est pour savoir quel était son rapport, Oui, par quelle mission il est passé. Dika Akwa n'a pas de rapport véritable avec la mission traditionnelle. D'ailleurs, avec la religion catholique, toutes les religions en fait, il est beaucoup dans la religion africaine parce qu'il est d'abord issu d'une dynastie. Et au sein de cette dynastie, il y a une forte conservation des valeurs identitaires, que ce soit sur le plan religieux et tout. Et maintenant, pour montrer jusqu'à quel point Dika Akwa était rattaché aux traditions, aux religions africaines, pour être dans la décolonisation, aux religions africaines, on voit que lorsqu'il décède, son corps est conduit dans une paroisse et tous ceux qui étaient venus assister aux obsèques sont effrayés et ébahis de le voir, la connaissance qui il était par rapport là, on revient sur une parenthèse parce que nous avons passé l'entretien avec le professeur Dikoumé qui était d'ailleurs un peu proche de Dika Akwa et qui connaît aussi un certain nombre d'éléments, et aussi le professeur Emmanuel Wonyu, dont le père était le meilleur ami de Dika Akwa, qui, n'est-ce pas, nous ont relevé ces éléments. Donc Dika Akwa est beaucoup plus traditionnaliste. Et même, nous n'avons pas eu le temps de revenir sur sa position par rapport aux religions. Il reste plus radical que Dika Akwa, que Fabien Bossi-Boulaga et Jean-Marc Ella, qui, eux, sont pour l'africanisation de la religion, du christianisme. Par contre, lui, il est radical, il est dans l'absolu qu'il faut, à un moment donné, retourner dans nos religions, dans les sources, puiser dans les religions traditionnelles africaines. Alors justement, j'avais une question là-dessus, c'est que justement, quel est leur rapport au catholicisme, au protestantisme. Dika Akwa était protestant, j'imagine, ou pas? Dika Akwa, ouais, non. Non, il était... Non. Il n'avait pas. Il n'était pas... Non. Oui, pas à notre connaissance. D'accord. C'est pour savoir, est-ce qu'ils sont... D'ailleurs, dans... tout revenir oui. sans vous couper, Dika Akwa, il théorise le niambéisme. Oui, le niambéisme. Qu'il défend comme une religion traditionnelle africaine et qu'il pratique. Il va d'ailleurs bâtir quelques hôtels à Douala, trois hôtels, où il pourra aller régulièrement se ressourcer auprès des ancêtres. Donc du coup, il n'est pas vraiment dans les religions. Donc il n'est pas vraiment dans les religions venues de l'extérieur, quoi. Il est dans la religion traditionnelle africaine. Et est-ce qu'à un moment donné, à quel moment ils se sont détournés de la religion catholique? Je pense à Jean-Marc Ella qui a fait tous les séminaires, qui était donc prêtre, hein, c'est bien ça? Oui, bon. À quel moment? Parce que la période est importante, parce que il a quand même été... voilà, à partir de comment ça a basculé un petit peu? Oui, pour Jean-Marc Ella, on ne peut pas dire vraiment que parce que Jean-Marc Ella remet en cause la religion, mais il décède prêtre. Il reste prêtre, il reste sur ses convictions par rapport au christianisme, il reste sur ses engagements alors qu'il a été ordonné prêtre en 1960. Donc pour Jean-Marc Ella, peu importe la dimension avec laquelle il remet en cause la pratique, les formes et les pratiques du christianisme en Afrique, il reste celui qui va renoncer à l'ordre des jésuites. C'est Fabien Bossi-Boulaga, et nous avons souligné qu'il renonce à l'ordre des jésuites en 1980, au moment où il est justement saisi par les considérations socio-philosophiques et théologiques. Et il renonce parce qu'à un moment donné, certaines questions vont l'amener à s'interroger sur le christianisme, sur la pratique du christianisme en Afrique, sur son usage, et aussi parce qu'à un moment donné, il avait beaucoup plus de passion pour l'enseignement.
Or, on sait qu'à l'époque, le noviciat était un peu plus rude aux perspectives d'enseignement et tout. Mais il va surtout démissionner à cause de ses considérations philo-théologiques. Les descendants, les problèmes de l'anthropologie et de l'histoire africaine. Et par rapport donc à ces ouvrages qui ont été publiés, et le dernier ouvrage c'est en 2011 et c'est Fabien Ebousi-Boulaga qui l'a publié, on voit évidemment que les questions dont il traite effectuent un dépassement temporel. Ça veut dire que ces questions dont ils ont traité sont encore aujourd'hui d'actualité en Afrique. Et même si ces questions mutent, même si elles mutent ou elles s'adaptent à la temporalité et aux exigences qui se renouvellent continuellement, on voit clairement que cette production détient encore des éléments de réponse à ces questions. Donc, peut-être pas nous prononcer par rapport aux 50 années, mais pour ce qui est de cette production au contexte contemporain de l'Afrique, nous pouvons dire qu'elle est encore d'actualité. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour la belle conférence. Ça a été très instructif et plein d'enseignements. J'avais juste en fait deux interventions à faire. L'une, c'est par rapport en fait à une extension en fait d'une notion, d'un concept que vous avez utilisé qui est la mémoire coloniale. Moi, je pense qu'en fait, peut-on parler de mémoire coloniale ou les mémoires coloniales, puisqu'en fait la colonisation ne s'est pas faite de la même manière partout en Afrique. Et si je me permets de dire qu'en fait la mémoire coloniale c'est juste une appellation qui est en fait beaucoup plus large. On pourrait même l'appeler la mémoire européano-chrétienne, puisque cette mémoire-là date bien avant la colonisation. Si vous prenez par exemple le Sénégal, en fait la mémoire coloniale c'est assez différente. Il y avait en fait ce qu'on appelle les principes des 4 communes, Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque, qui avaient en fait la statut de citoyen français et avaient le privilège en fait de même de participer au vote. Donc du coup en fait cet impact de mémoire coloniale-là va au-delà. Et de cette mémoire coloniale va s'adjoindre une autre mémoire qu'on ne parle pas trop, qui est la mémoire islamique, qui est beaucoup plus présente même que la mémoire coloniale. Et donc du coup l'Afrique va être dans une palimpseste, dans une triptyque qui va être une mémoire coloniale à côté, une mémoire islamique à côté, une autre mémoire aussi qui va s'être adjointe et qui n'est pas les moindres, qui est la mémoire africaine. Voilà, donc du coup je pense que dans ce processus de décolonisation en fait des sciences sociales, de décolonisation des savoirs plutôt, il faudrait qu'on prenne en considération tout cet ensemble de mémoires qui fait l'Afrique ce qu'elle est aujourd'hui. Ma deuxième intervention, ça va être une question. Dans la décolonisation en fait, des savoirs, partant de l'épistémologie, de sa conception, de la création, de la transmission jusqu'à la en fait, consommation, il y a un autre élément que Ebousi Boulaga en parle, c'est la socialisation en fait. Et cette socialisation qui est à vie. Donc du coup ma question c'est que dans la décolonisation en fait, des savoirs, est-ce qu'il n'y aura pas encore en plus une décolonisation en fait, de la socialisation africaine? Merci beaucoup. Merci. Vous demandez si dans la décolonisation des savoirs, il n'y a pas cette décolonisation de la socialisation qui, elle aussi, est nécessaire. Oui, merci déjà pour votre contribution par rapport aux mémoires, aux mémoires qui peut-être nous n'avons pas soulignées dans le cadre de cette présentation, mais dont nous avons tout de même, sur lesquels nous sommes un peu revenus dans les travaux, et votre perspective nous permettra encore d'approfondir davantage ce travaux cet aspect peut-être dans le cadre de nos recherches postdoctorales à venir. Nous vous remercions.
Et si vous demandez si dans la décolonisation des savoirs, il n'y a pas aussi nécessité de travailler la décolonisation de la socialisation. Effectivement, vu que la socialisation, c'est le processus de Oui, déjà que la socialisation est le processus par lequel un individu acquiert un certain nombre d'éléments qui lui permettent d'agir et d'interagir par rapport à une société donnée. C'est ça, si nous nous accordons. Et on va voir donc que la décolonisation de la socialisation aussi est nécessaire parce que la socialisation est en réalité le produit, la socialisation produit les imaginaires qui aujourd'hui sont également l'une des questions sur lesquelles cette décolonisation des savoirs repose et à laquelle elle travaille considérablement. La décolonisation de la socialisation revient aussi à la relecture des programmes sociaux, notamment dans les axes de la recherche. Quel savoir voulons-nous produire à partir de comment? Qu'est-ce que nous voulons projeter aux Africains qui aujourd'hui sont dans les universités africaines, qui aujourd'hui habitent l'Afrique, parce que c'est au-delà des universités. La décolonisation de cet aspect de la socialisation est au-delà des universités. Elle s'applique à toute la société et c'est elle aussi qui contribue aujourd'hui à ce mal-être qui s'observe parce que les imaginaires contribuent beaucoup dans les perceptions et les élaborations des considérations au sein des sociétés. Donc effectivement, la décolonisation de la socialisation est un élément qui entre dans la décolonisation des savoirs, en ce sens qu'elle affecte aussi la décolonisation, elle affecte aussi la construction et la formation des imaginaires. Nous vous remercions. Merci beaucoup pour cette belle exposé, une belle présentation que vous avez faite. Et moi, je demande toujours quand j'attends les thèmes comme Afrique, parce que dans tout ce que vous avez dit, je ne me retrouve pas dedans. Et peut-être ça peut vous choquer. Beaucoup ici sont les personnes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que votre exposé, ça parle de l'Afrique de l'Ouest. Non, subsaharienne. Subsaharienne, oui. Moi, je suis du Kenya et je vois déjà notre façon de penser, déjà c'est différent. Quand je rencontre les gens de l'Afrique de l'Ouest, il y a toujours quelque chose de différent. Donc, moi, ça me fait toujours... je me pose beaucoup de questions. Et je pense que même mes collègues qui ont fait les études au Kenya, par exemple, il y a toujours un choc culturel, même au Kenya même. Je suis africain, je suis du Kenya, mais il y a les endroits où je vais et ça me choque. Et je me demande, je me pose la question, est-ce que je suis au Kenya? Donc, les sujets comme ça, c'est bon à entendre, ça sonne bien, mais je pense qu'on est très loin. Je vais poser la question, par exemple, est-ce qu'un homme ou bien une femme qui a 60 ans peuvent dire que son échec, c'est à cause de sa maman ou bien son papa? C'est une question que je pose. L'Afrique aujourd'hui, nous avons eu l'indépendance. Au Ghana, il y a eu l'indépendance de 66 ans. Est-ce que l'échec du Ghana aujourd'hui, on peut dire encore, c'est à cause des colons? Singapour était pauvre. Aujourd'hui, Singapour est parmi les premiers pays. Qu'est-ce qui nous tue en Afrique? Je pense c'est bien, je pense que cet exposé, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais peut-être ça va pousser à penser. Mais moi, je dis que déjà, l'Afrique, d'abord, il y a encore problème. Entre nous en Afrique, et je ne pense pas que c'est le problème des colons. Si je vais aller au Togo, par exemple, j'ai mon passeport, mais juste pour traverser, ils vont me casser les... Vous voyez, vous comprenez?
Et je suis africain. Si un blanc arrive avec son passeport, il va passer. Donc le problème, je pense, il y a encore trop de travail. Merci beaucoup. Écologiser les cœurs. Écologiser les cœurs. Ok. Merci. En fait, cet aspect que vous soulignez est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous avons consacré d'abord cette recherche doctorale uniquement sur l'Afrique subsaharienne, parce que c'était beaucoup plus par rapport à la question des mémoires, comme le monsieur a souligné, et aussi par rapport à cette colonisation qui a été faite par des acteurs différents. Parce que quand on ancre déjà dans la partie de l'Afrique qui a été colonisée par les anglo-saxons, on ne peut pas avoir les mêmes chemins, on ne peut pas avoir les mêmes déterminants que lorsqu'on s'interroge sur celle qui a été sur l'AOF en fait. Donc c'est aussi l'une des questions, des questions sur lesquelles nous avons, pour lesquelles nous avons consacré notre étude à l'Afrique subsaharienne. Même si dans l'Afrique subsaharienne, on a aussi à quelques endroits la présence anglo-saxonne, mais celle qui est dominante, c'est celle de l'AOF, c'est la colonisation au prisme française, s'il faut dire. C'est la colonisation française. Donc, et l'aspect que vous soulignez aussi est beaucoup, parce que c'est pour ça que Madame Lorica a tenu aussi à ce que vous posez des questions, parce qu'elle nous sera utile, peut-être dans le cadre d'une recherche postdoctorale, de voir dans quelle mesure croiser, n'est-ce pas, ces approches à partir des indices de spatialité, et de revenir sur les questions, par exemple, des disparités au niveau des mémoires coloniales. Donc, nous vous remercions pour cet aspect, mais c'est surtout aussi que les imaginaires qui se produisent aujourd'hui sont, comme il a souligné, en rapport avec la socialisation, en rapport avec ces chemins qui ont été issus d'une colonisation. Or, la colonisation ne s'est pas faite à partir ni par les mêmes acteurs, ni à partir des mêmes mécanismes, ni encore moins à partir des mêmes indices. Donc, c'est ce qui rend aussi un peu cette difficulté de véritablement décoloniser en Afrique en général. Et par rapport à la question de l'intégration en Afrique dont vous parlez, on pourra revenir dessus parce que c'est vraiment... Mais dans la production de Tika Akwanya Bonambela, Fabien Boussi Boulaga et Jean Makela, tous ces éléments sont pris en compte. Tenez vous rassurer, ils ne mettent pas à... Personne n'est épargné. Ça veut dire que dans leur production, la décolonisation a lieu à la fois sur l'aspect, sur les éléments exogènes ainsi que sur ceux endogènes. Et ils traitent les acteurs sans aucune complaisance. Que ce soit le colon, que ce soit les puissances, les anciennes puissances coloniales, que ce soit les Africains eux-mêmes qui, au lendemain des indépendances, ont reçu cette charge de penser l'Afrique et de la diriger. Cette production n'exclut personne. Elle revient sur tous ces éléments. Je vous remercie. Merci beaucoup. Encore quelques questions, juste au fond. Et ensuite, on passera la parole à Cyril. Bonsoir à tout le monde. Je suis Borel Toussor, je suis doctorant, mais plutôt ingénieur électrique. Je vais poser une question en tant que profane. Ok. Au sortir de tes travaux, tu penses que la colonisation était un bien ou un mal pour l'Afrique? Je ne répondrai bien évidemment pas à cette question, mais juste c'est une question qui est extrêmement vaste. Donc nous demanderons à Edith de faire une synthèse de quelques minutes, sinon je crains fort que demain matin nous soyons encore dans le débat. Merci. Ok. Par rapport à votre question de savoir si la colonisation est un bien ou un mal,
Personnellement, nous n'allons pas répondre, mais nous allons nous positionner par rapport à la production de ces auteurs que nous avons étudiés. Justement, il y a dans les travaux de Dika Akwanya Bounambela, Fabien Boussi Boulaga et Jean-Marc Ella, cette dimension qui ne consiste plus à s'interroger sur la colonisation en tant que bien ou mal, qui elle pourrait maintenir l'Afrique dans une posture de victimisation, de chercher à vouloir refaire la lumière sur une situation qui est déjà faite et qui en réalité est une lumière qui en réalité n'avance pas considérablement. Mais ce qui est plus important à ce jour, c'est de parvenir à ce dépassement. Dépassement par rapport à la colonisation, dépassement par rapport aux imaginaires, à toutes les conséquences qu'elle a pu causer en Afrique, et de pouvoir, à partir de cette expérience, qui une fois a plongé l'Afrique dans un statut de vaincu, travailler à ce que nous puissions, à ce que l'Afrique puisse s'asseoir aussi comme une entité autonome et qu'elle n'est plus à dépendre ou alors à vivre d'autres formes de colonisation, parce que la colonisation a muté. Aujourd'hui, on parle surtout de néocolonialisme, on parle de nouvelles formes de colonisation. Ce n'est plus seulement cette colonisation que nous avons connue qui était beaucoup plus sous la soumission physique, la soumission psychologique et autres. Il y a maintenant plusieurs chemins qui mutent et qui tendent à maintenir l'Afrique dans une posture, qui travaillent à maintenir l'Afrique dans une posture de dominer. Et c'est donc par rapport à cette nouvelle colonisation, par rapport à cette nouvelle forme que l'Afrique doit se positionner à partir des travaux de ses auteurs. Donc, Madame Lorica a demandé une synthèse. C'est parfait comme synthèse. Merci. Merci beaucoup pour la belle présentation. J'ai quelques préoccupations. Et je vous ai suivi de très près. Et vous êtes tous d'accord avec moi que nous réfléchissons tous en français ou en anglais pour les anglophones. Mais est-ce dans ce contexte pourra-t-on continuer à parler d'une décolonisation du savoir? Parce que si on est d'accord qu'au Cameroun, nous avons près de 65 langues, et en Côte d'Ivoire, près de 270 et autres. Mais en Afrique subsaharienne, nous continuons à réfléchir en français et en anglais. Alors, aujourd'hui, pensez-vous que nous puissions continuer dans cette logique et dire que nous faisons de la décolonisation du savoir? Et quelle est la contribution de cette logique? L'autre question, c'est vrai, nous chantons haut et fort, nous voulons la décolonisation du savoir, c'est normal. Nous faisons le discours un peu partout, mais je me pose la question de savoir, au-delà, après la décolonisation du savoir, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous proposons? Et je m'attendais à voir un peu dans votre présentation les propositions. Dika a parlé, Eboussi a parlé, Jean-Marc a parlé, mais vous, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui dans le contexte de 2000 et après? Merci. Merci, je vous remercie. Je vais d'abord revenir sur l'enjeu de la langue que vous avez évoqué et que vous allez souligner. Et vous avez de ce fait interpellé l'assistance, donc comme pour dire que nous pensons africain, nous pensons en français et nous pensons en Afrique. Et je vais aussi interpeller cette même assistance pour dire que nous sommes tous conscients du fait que
on ne change pas une langue du jour au lendemain. L'Afrique aujourd'hui essaie de confronter à cette nécessité de dire et de produire à partir d'elle-même et même par les canaux par lesquels elle entend mener cette production. Mais le processus d'endogénisation des langues est en cours en Afrique. Il est en cours. On a vu pas mal d'initiatives qui, n'est-ce pas, nous amènent déjà dans cette orientation. Il y a des pays comme par exemple le Cameroun où on a aujourd'hui les langues maternelles qui sont les langues locales qui sont déjà enseignées dans des écoles et qui, n'est-ce pas, visent ce renouvellement au niveau des nouvelles générations. Parce que la décolonisation en elle-même est un processus qu'on ne peut pas situer dans le temps, bien évidemment. Et du coup, on est de ce fait obligé de se plier à un processus. Une langue ne s'apprend pas du jour au lendemain, elle va progressivement. Et j'aurais aussi aimé peut-être que vous nous fassiez une petite démonstration en votre langue maternelle, parce que ce n'est pas seulement une exigence que nous attendrons de nos États, mais est-ce que déjà dans cette multiplicité de langues, chaque peuple s'approprie sa langue et veille à sa reconduction au niveau de ses générations? Là également, c'est une des questions. Donc, la décolonisation en elle-même est un processus. Et même dans son versant linguistique, il est un autre processus auquel on ne peut pas se lever un matin, on dit plus d'anglais, plus de français. Certes, c'est un peu fort, mais l'Afrique est aujourd'hui en relation avec le monde. Et être en relation avec l'autre, c'est aussi savoir à partir de quoi et de comment, par quel canal se positionner pour parler à l'autre. Et puisque les langues africaines, l'Afrique est un continent d'avenir par rapport à sa population qui est jeune, par rapport à sa démographie qui est d'ailleurs très galopante. Et on espère que si ce processus d'endogénisation des langues est bien mis en place, peut-être que dans les 50 ans à venir, on parlera plutôt Ewondo dans tout le monde entier, pourquoi pas? C'est aussi ça un mécanisme de domination. Donc, ou le Swahili ou le Kigali. Donc, je vous remercie. Un instant, s'il vous plaît. Il y avait monsieur d'abord. Très court, hein, très court. Oui, je voulais juste faire remarquer que la langue française est en voie d'être africanisée. Et je veux dire, d'un point de vue démographique, c'est en Afrique qu'on parle le plus français, déjà. Et ensuite, les Africains s'approprient la langue française à leur façon. C'est-à-dire que derrière des mots français, il y a un tout autre sens. Au Congo, ils ont un parler français qui est très particulier. Au Cameroun aussi, bien sûr, et je suppose ailleurs. Donc le français est en train de devenir une langue authentiquement africaine. Elle n'est pas parlée en France, ce français-là n'est pas parlé en France, mais c'est un fait. Donc, et puis évidemment, il y a ce paradoxe, hein, c'est qu'on parle de décolonisation dans la langue du colonisateur. Voilà, ça c'est un fait évident, il fallait le dire, il fallait le rappeler, mais c'est un paradoxe qui à mon avis a un corollaire assez important, c'est qu'en Afrique règne le plurilinguisme, c'est-à-dire que les Africains sont amenés à parler français, la langue de l'Israël, voilà, les langues locales, les langues véhiculaires aussi, donc c'est d'une extrême richesse. Voilà, peut-être un tout petit peu, c'est ce discours un peu victimaire, c'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des torts de chaque côté, quand il y a une colonisation, ça se fait jamais très bien, mais je me disais finalement, l'école de philosophie la plus prestigieuse dans la Gaule post-romaine, je dirais, c'était Autun. Et est-ce que les philosophes gaulois se disaient, oh là là, on était colonisés par Rome, c'est pas de chance et tout. Au final, ça s'est pas si mal passé que ça. Et moi, je me dis, si on retient que les aspects négatifs, on est un peu comme des enfants qui sont toujours en train de réfléchir à ce qui n'allait pas, à ce qui leur manque, à être toujours dans le manque. Il manquera toujours quelque chose. Même au Jardin d'Éden, il manquait une seule chose, c'était tel arbre qu'on n'avait pas le droit de toucher. Alors tout le reste, on l'avait, et comme par hasard, on voulait ce qu'on n'avait pas. Alors je me dirais quand même, Hervé Marseille, qui est quelqu'un de sérieux, je me rappelle avoir lu un de ses ouvrages,
d'histoire économique, en gros, ils disaient, bah oui, la colonisation, c'est à peu près somme nulle pour la France, pas pour l'Angleterre. L'Angleterre était assez intelligente, elle est arrivée avec 80 000 personnes à dominer tout le continent indien. Là, les Français, finalement, il fallait plus de fonctionnaires sur place, on a fait des ponts, on a fait des routes, etc. Et finalement, il dit, bah, c'est somme nulle. C'est extrêmement simple ce que je vais dire. C'est que, si vous voulez, ça a coûté aussi cher que ça a rapporté. Alors moi, ce que je constate, c'est que le discours, c'est extrêmement simple. Je vais conclure, mais permettez-moi, c'est-à-dire que quelqu'un de scientifique, il écoute et il ne braque pas l'auditeur. Pardonnez-moi, hein, je veux dire, ma question est un peu plus longue que les autres. Moi, j'ai le sentiment qu'un discours scientifique, il doit être étayé, pas avec de préjugés. Or là, j'entends parler de domination, Pendant combien de temps on parlera encore de domination? Moi, je crois que le discours, c'est scientifique, il doit objectiver. Sinon, ça passe pas. Sinon, même moi, je me dis, ce discours ne m'intéresse pas, s'il n'est pas objectif. J'ai dit ce que je pensais, c'est la meilleure façon de progresser. D'accord. Nous vous remercions énormément pour vos arguments et votre analyse extrêmement argumentée, qui est d'un haut niveau scientifique. Nous allons passer tout de suite à la dernière question. Merci. Bonsoir à tous. I will ask my question in English. Yes. You can actually translate for me. Okay. Are you speaking English? I am Clarence. I'm from Cameroon. And I'm also doing my thesis in engineering. I have a couple of questions, but I'll summarize them. I understand that colonization, one of the methods of colonization was by force, and one of the methods of independence in Africa was also by force. And I also know that one of the methods of colonization was through deceit. I want to ask you, have you considered terrorism, which is also forcefully acquiring territories or property, as an aspect against decolonization in Africa or sub-Saharan Africa? And secondly, we know that a state in which in an epoch of racial adulteration seeks to preserve the best of its racial stocks will one day stand a chance to be the ruler of the earth. What are the racial stocks in Africa that are being fought to be preserved? And are we trying so hard to preserve this? Have you found that in your works? And I studied biology, and I realized that the difference between the white and the black is just the melanin or the texture of the skin. Is there any findings you've had so far which we may wish to know? A relationship between skin color and mental capacity, and how much does that affect decolonization and colonization? Thank you. Oui, effectivement, on ne peut pas se prononcer sur la question du terrorisme en rapport avec la décolonisation des savoirs dans le cadre de ce travail, mais nous allons voir cette question avec le deuxième élément que vous soulignez, qui aussi, le terrorisme, nous n'avons pas suffisamment d'éléments présentement pour approuver ou invalider l'argument que vous nous présentez ici, qui est celle de savoir si le terrorisme est véritablement, si le terrorisme est une forme de décolonisation à l'africaine. Déjà parce que les acteurs du terrorisme ne sont pas véritablement identifiables au sens propre. Le terrorisme relève de ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres asymétriques, que les États mènent contre des acteurs qu'ils ne peuvent pas véritablement identifier. Donc voilà l'une des premières difficultés à situer le terrorisme par rapport au mouvement de déconstruction épistémique et de décolonisation.
par rapport à l'occupation chinoise que vous énumérez, effectivement, c'est un aspect que nous n'avons pas manqué de souligner dans nos travaux de recherche, à attirer l'attention justement par rapport au positionnement contemporain des travaux de Dika Akwanya Bounambela, Fabien Boussi-Poulaga et Jean-Marc Ella, pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus que le danger avec la colonisation qui, elle, est déjà passée et dont on maîtrise tous les canons. Il y a aujourd'hui une forme d'éclatement. Il y a d'autres formes de rapports qui, un peu, n'entrent pas dans les mêmes canons de la colonisation par la violence et par d'autres, mais qui, en quelque sorte, semblent être d'autres formes de reconquête de l'Afrique par un autre qui n'est pas lui-même et qui représente aussi une forme de menace dans la construction des imaginaires et la construction et la production des savoirs en Afrique. Et à côté de ça, de l'élément que vous soulignez aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi la culture numérique qui est aujourd'hui une menace pour l'Afrique. Il y a un certain nombre de paramètres qui aujourd'hui sont d'autant plus qui amènent d'autant plus à tirer la sonnette d'alarme par rapport au devenir de l'Afrique et à son positionnement dans le monde. Je vous remercie. Juste un... Excusez-moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Ça peut devenir. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a encore une dernière question. Vraiment une dernière question, mais il faudra que Edith, là aussi, fasse une synthèse, parce que sinon, je pense qu'on y reste. On pourrait, bien évidemment. Elle appelle à énormément de développement. C'est laquelle? Voilà. Ah oui. Non, c'est pas celle-là. Quelle est c'était celle-là. Oui. Alors voilà la dernière, et c'est vraiment la dernière question. Edith, quel espoir il y a... Voilà, non, quel espoir il y a pour l'Afrique de recouvrer son authenticité, son identité dans un contexte de nouvelle colonisation par le biais de la culture numérique? Oui, c'est ça, à l'occidental. Quel espoir il y a pour l'Afrique de recouvrir son authenticité, son identité dans un contexte de nouvelle colonisation par le biais de la culture numérique à l'occidental? Peut-être je vais revenir un peu sur la production de Jean-Marc Ella qui tire aussi la sonnette d'alarme sur la question de l'innovation technologique et sur les questions d'innovation technologique en Afrique et qui pose un certain nombre de questionnements relatifs à cet usage, l'usage du numérique, l'usage du numérique en Afrique. Comment est-ce que l'Afrique peut se servir du numérique aujourd'hui à l'aune de la mondialisation pour aller à la rencontre de l'autre et aussi présenter ce qu'il a à offrir dans le grand carrefour du donner et du recevoir qu'est la mondialisation. Et c'est aussi là une question que nous allons encore davantage, sur laquelle nous allons encore davantage creuser et revenir sur cet aspect dans le cadre d'une recherche postdoctorale, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Nous tenons, l'heure avance malheureusement. Nous aurions aimé, ça je m'en rends compte et tout le monde s'en rend compte, continuer le débat. Il y a encore énormément de questions, parce que nous venons de voir effectivement combien penser la déconstruction des savoirs, penser la décolonisation des savoirs, soulève de nouvelles pistes, de nouvelles voies, de nouvelles chemins, je dirais, à interroger, à réinterroger. Madame a parlé tout à l'heure de ces écrits qui, à un moment donné, sont 50 ans après changent, sont avant-gardistes.
Eh ben, je vais dire que nous pourrions formuler ce souhait que les écrits d'Edith Ekodo soient dans 50 ans considérés comme avant-gardistes. Merci beaucoup. Merci à tous.